Là, on est en live. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez votre tasse de thé de près, parce qu'aujourd'hui nous recevons Mohamed Saïdi. Mohamed Saïdi aura le temps de se présenter. Je me présente toujours, Moussa Kébé, fondateur de Splash Guy Recrutement. Donc nous sommes autour de ce thé aujourd'hui pour découvrir le parcours de Mohamed Saïdi. Sans plus attendre, Mohamed Saïdi, parlez-nous un petit peu de l'intitulé de votre poste. Alors, ça peut être un intitulé assez trompeur, mais en fait, il globale pas mal de choses. Donc, c'est pour ça on l'appelle SNOP, pour les abréviations qui signifient Sales and Operation Planning. Donc, c'est vraiment pour ce qu'on appelle du end-to-end, c'est-à-dire de B2B, customer to customer. Ok, parfait. Quel type d'études permet d'accéder à ce genre de poste? Alors, c'est assez divers, parce que le fait que l'intitulé s'appelle Sales Operation Planning, on peut venir d'études commerciales et après se spécialiser dans les opérations, les exécutions, comme on peut venir de la supply chain, donc le management logistique, et donc du processing, et donc venir. Donc, on peut faire des BTS ou des DUT, ce qu'on appelle en France des diplômes universitaires ou des brevets techniques secondaires. Ou encore, on peut maintenant, ça se développe assez, parce que je veux dire, avant, on se concentrait beaucoup sur le commercial, donc il y avait beaucoup d'études commerciales à la faculté, et d'autant que maintenant qu'on a compris qu'on peut faire beaucoup d'économies, beaucoup d'argent peut-être sauvé en gérant après son processus opérationnel, après la vente. Donc, c'est ce qu'on appelle la supply chain. Donc, c'est vraiment donc maintenant popularisé, et beaucoup d'écoles internationales, beaucoup de facultés publiques proposent ça. Donc, maintenant, on peut faire des études universitaires spécialisées dans la supply chain. Et vous avez pris quelle option? Alors, moi, lorsque j'ai commencé, c'était pas encore très à la mode. J'ai commencé avec un BTS transport. Donc, après mes études, après mon baccalauréat, j'ai fait un BTS transport. C'est pas passer un permis poids lourd. C'est vraiment des études orientées sur les différents types de transport. Oui. Et après, petit à petit, on s'intéresse aussi aux différents documents, parce que lorsqu'on parle de transport, il faut des documents pour accompagner ce qu'on. Excuse-moi. On a des documents, tout ce qu'on appelle les incoterms, tout ce qui est autour du transport. Et donc, incoterms, International Commercial Terms, donc ce qui permet donc de responsabiliser et de délimiter les responsabilités entre l'acheteur et le vendeur, et donc avec assurance, pas assurance, prise en charge du matériel à l'extérieur de l'usine, ou lorsqu'on dit DAP, on offre de transporter le matériel jusqu'au vendeur, c'est-à-dire que l'acheteur prend en charge toutes les opérations transport, distribution et documentaire, ainsi que l'assurance. Donc, c'est un peu. Donc, le BTS transport, c'était vraiment la partie distribution de la supply chain. Donc, vraiment axé sur les différents types de transport, aérien, maritime, routier, ferroviaire et même fluvial. Ce qui est énorme maintenant. J'ai jamais eu l'occasion de travailler avec le transport fluvial jusqu'à ma dernière expérience aujourd'hui. Donc, le fait d'être à Amsterdam, aux Pays-Bas, avec pays vraiment plat, avec beaucoup de canaux, le transport fluvial est très utilisé ici, très répandu. Mais donc voilà, c'est tous ces types de transports-là. Après mon BTS, je me suis orienté donc dans les écoles internationales, les écoles européennes et internationales qui proposaient ça. C'était privé à l'école à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup de facultés, malgré le fait que j'ai fait mes études à Lyon et à Paris. La supply chain n'était pas encore populaire à cette période-là, aux alentours de 2006-2005. Donc, je me suis orienté des écoles privées qui proposaient ça. Et donc, à l'école internationale de transport et de la logistique pour faire ma licence. Et après, j'ai fait mon master. Donc, j'ai fait mon master sur Paris, à la Défense. Je l'ai fait sur 2 ans. Donc, j'ai un double master international. Donc, je l'ai fait à Paris et aussi à McGill au Canada. Top. Et quelles sont les évolutions aujourd'hui de votre poste? Alors, les évolutions sont diverses parce que, je vais dire, l'exemple aujourd'hui même, c'est le Covid, qui demande beaucoup de flexibilité, beaucoup de proactivité en termes de transport, en termes de coûts, en termes de transposage, en termes de satisfaction clientèle. Comment essayer de répondre au client qui lui aussi fait face à cette diminution d'activité, et comment on va pouvoir gérer tant son portefeuille client, son portefeuille d'achat, que toutes les opérations qui suivent. Donc l'évolution du poste amène aujourd'hui beaucoup de challenges,
peu importe l'activité que vous faites, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans la pharmaceutique, beaucoup plus la pharmaceutique ces derniers temps, mais tout type d'industrie, qui, on va dire, tout type d'industrie réussie, qui a un grand succès, c'est parce qu'elle a une supply chain très forte. C'est-à-dire qu'elle a les bases solides de la supply chain. Et c'est ce qui permet, parce que lorsqu'une entreprise comme Apple ou Nike, qui produit en Chine ou qui produit en Asie et qui doit en fait après distribuer à travers le monde en un temps record, elle doit avoir une supply chain très forte. Parce que vendre, le marketing, il est là. La marque, sa marque, elle n'a plus besoin de faire de publicité, mais les produits, les derniers lancements sont là. La popularité de la marque, elle est là aussi, l'image de marque. Par contre, ce qui va faire la différence, c'est quand est-ce que on va recevoir le produit. La qualité, elle est toujours ici, mais la qualité aussi demande une supply chain très puissante parce que chaque produit qui nécessite la composition du produit final, c'est de la supply chain, c'est-à-dire tout ce qui est l'approvisionnement des matières premières. Ensuite, lorsqu'on appelle la transformation, la création du produit, c'est aussi de la supply chain, c'est de l'industrie. Et une fois que le produit est terminé, que ce soit du testing qualité ou du testing alimentaire, laboratoire, et qu'on a le feu vert, il faut distribuer, donc amener le produit le plus vite possible au client. Donc, toute industrie qui peut se prétendre d'avoir réussi et qui aujourd'hui, on entend parler à travers le monde, c'est ceux qui ont une logistique et une supply chain très forte. On peut parler aussi même de supply chain étatique, c'est-à-dire toute industrie militaire. La logistique était à la base une logistique militaire. C'est ce qu'on appelle en fait, et c'est venu de comment rapporter tel ou tel engin ou tel besoin avec les différentes complexités qu'on peut faire face, que ce soit le désert, que ce soit les lignes armées adverses. Comment ramener un produit aux soldats qui sont là au front. Et donc, c'est venu de là. Et donc, les premiers, on va dire, supply chain ou les premiers logisticiens, c'est ceux qui ont mis en place. Donc, ça vient donc de l'armée. Les gros pays militaires, comme on peut voir, donc les États-Unis, la France, la Russie, elles s'appuient sur une supply chain très forte, c'est-à-dire sur la logistique pour amener un produit de A à B en un temps record, sans aucun souci, et donc et répondre aux besoins, donc que ce soit du client ou du destinataire final. Ok, top. J'avais une question, cette question qui est très importante en fait pour la jeune génération, les personnes qui vont peut-être qu'à travers ce live ou bien avec les vidéos qu'ils vont voir sur ma page YouTube, avoir en fait cette vocation de dire ok, je vais peut-être me tourner vers la logistique, vers le supply chain, je veux faire comme Mohamed. Quel est en fait le salaire d'un junior dans ce poste? Alors, comme je t'ai expliqué, supply chain, tu as plusieurs choses. On a tout ce qu'on appelle l'approvisionnement. Je ne parle pas des achats. On a le département achat, c'est ceux qui négocient les matières et qui après, une fois que la matière est négociée, il faut ramener les produits du fournisseur. Donc, c'est ce qu'on appelle l'approvisionnement. Après, l'approvisionnement, ça dépend dans quelle industrie on travaille. Il y a tout ce qui est… j'ai les mots en anglais, mais je suis désolé, il faut que j'essaie de les trouver en français. Warehousing, donc tout ce qui est entreposage. Donc, entreposage des matières premières, mais aussi du produit final. Après, transformation, que ce soit des biscuits, donc on a besoin du sucre, du cacao, on a besoin de la farine, et de tous ces composants-là pour pouvoir faire le biscuit. Mais aussi, on a besoin des plastiques, d'emballage, on a besoin des étiquettes, et on a besoin de tout ça pour qu'une fois que le produit, on appelle le produit fini, finished good, il soit entreposé, et après on distribue. Donc, à chaque étape, il y a des différents postes. Donc, la supply chain, dans ce qu'on appelle supply chain management, c'est ceux qui sont encore au-dessus et qui mettent en relation tous ces départements pour pouvoir donc communiquer et apporter des résultats. Alors, quand on parle de supply chain maintenant junior, c'est-à-dire des gens juniors qui doivent mettre en relation toutes ces personnes-là, ça dépend des pays. Ça dépend des pays. Je veux dire, en France, on peut se targuer pour demander aux alentours de 2200 euros net en junior. Après, en fonction de la région où on se situe, le salaire peut varier aux alentours de 200-300 euros plus ou 200-300 euros moins. Je veux dire, si on se trouve dans une petite région pas très puissante économiquement, on ne va pas demander 2200 euros. 1800 euros pour un junior, c'est déjà pas mal. Par contre, si je parle en net, hein. Par contre, après, si on se trouve dans la région genevoise ou parisienne, ou même ne serait-ce que Marseille, on peut déjà targuer sur des 2400, 2500 euros net.
Parce que c'est aussi en fonction de là où on vit, de l'inflation et aussi du coût. Mais en général, c'est ce prix-là qu'on peut demander très jeune, en tout cas, après ses diplômes. Okay. Plus on fait d'études, plus on obtient des expériences. Faut pas refuser les stages, faut pas refuser les alternances, parce que c'est de l'expérience qu'on met sur son CV. C'est pas des études de cas, c'est de l'expérience. Donc, plus on a l'occasion de faire des stages et des alternances, ça augmente la valeur de la personne dès sa position sur le marché de l'emploi. Et après, il faut pas aussi avoir peur de se déplacer, parce que je veux dire, plus on c'est ce qui fait la force et la beauté de la supply chain, c'est être supply chain, faut être mobile. On peut pas se positionner. Avec un peu de chance, on va trouver un emploi là où on a grandi, là où on a vécu. Et avec un peu de chance, on peut trouver une grande entreprise dans les alentours et vivre là où on a toujours vécu. Par contre, ce qui est la beauté de la supply chain, c'est les challenges qu'on peut trouver à travers le fait des différentes connexions, les différents endroits et les différents pays qui évoluent. Et donc, partir dans des gros pays comme l'Europe ou les Émirats ou même aux États-Unis, ou non serait-ce qu'aussi dans des endroits très difficiles d'accès. Je veux dire, la supply chain dans les pays comme le Congo ou l'Afrique avec le cacao, ça demande aussi beaucoup de maîtrise. Et donc, ne pas avoir peur de se déplacer dans ces pays-là, parce que 3, 4 ans, 5 ans dans ces pays-là, ça vous forge une carrière qui après vous pouvez vous propulser directement dans on va dire dans la grille salariale très très haute. Top. Merci pour ces informations. Et là, on va passer sur la partie un peu plus personnelle, un peu plus Mohamed, en savoir un peu plus, et puis donner la recette. Je vous dirais, qu'est-ce que vous fait réveiller le matin? Tu sais, lever le matin. Qu'est-ce qui me fait lever? Personnellement, ce qui va me faire lever pour moi, c'est ma famille. Je veux dire, le fait que j'ai des enfants, on doit subvenir à leurs besoins, en fait. Et je me rends compte de la charge et la responsabilité qu'a dû avoir mon père, immigré dans les années 60 en France, travailler dans l'usine, donc c'était encore plus difficile que moi. Et avoir plus d'enfants, la charge affective qu'il a dû faire face. Mais au final, on comprend et on prend du plaisir, parce c'est ce qui nous permet d'avancer, se dire qu'on n'est plus un jeune homme, on fait un travail plus pour soi, on travaille pour quelque chose de plus grand. Donc c'est ce qui me fait lever le matin, et bien sûr aussi le travail, parce que si j'aimais pas si j'aimais pas la supply chain ou ce que je suis en train de faire, je serais pas là, je chercherais à faire autre chose. Parce qu'il faut trouver un certain épanouissement dans ce qu'on fait, sinon c'est quelque chose de très difficile à supporter. Parce qu'on est loin quand même, c'est 8 heures à 9 heures de travail par jour, sur, on va dire, 5 jours minimum, parce que des fois, on est aussi obligé de travailler le week-end, être en contact. Si on a des soucis, il faut, parce que ça s'arrête pas. Même si les camions sont à l'arrêt pendant le week-end en France, là, ça continue. Les bateaux sont en train de continuer à naviguer. Les ports sont encore en train de décharger les conteneurs. On a les clients qui sont à différents horaires. Dimanche, les Émirats, ça travaille. Donc, dimanche après-midi, la Chine est déjà debout. C'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et donc, il faut pas avoir peur. Mais après, ça demande de l'organisation. C'est ce qu'on appelle le management. Donc, si on est bien organisé, si on fait bien son travail, on aura toujours son temps libre. Ça, faut pas s'inquiéter. Top. Donc, si j'ai bien compris, ce qui fait réveiller Mohamed le matin, c'est sa famille, c'est le fait qu'il aime son travail. Aussi, voilà, c'est ça. Top. Être responsable, hein, ça, il n'y a pas d'autre mot. Eh ben, c'est top. Et là, vous êtes face à votre enfant et vous devez lui décrire votre journée type de travail. Ouais, c'est assez difficile, hein, je t'avoue. Qu'est-ce que vous direz? Alors, je vais te dire, je te tutoie, moi, mais tu peux me tutoyer aussi, Moussa. Ça va être difficile de te vous voyer, excuse-moi, mais bon. On est autour d'un thé, donc on est censé. On est des amis de longue date. Voilà, exactement. Donc tu peux me tutoyer sans aucun problème. Alors, pour te dire la vérité, j'essaye de le faire très très simple. J'essaye de prendre quelque chose qu'ils aiment et de leur faire comprendre. Des fois, un exemple typique pour ma fille, pour qu'elle puisse expliquer à ses camarades de classe qu'est-ce que c'est. Je lui dis, tu as vu le stylo? Elle m'a dit oui. Je lui dis, donc le stylo, tu vois, c'est simple. Tu peux écrire, c'est quelque chose de dur, c'est un plastique.
Mais avant tout ça, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière. Donc, elle m'a dit quoi? Je lui ai dit, ben, il faut avoir le plastique, il faut avoir ses composants pour faire le plastique, il faut après avoir la machine pour pouvoir souffler et fondre et faire former ce plastique en tant que stylo. Mais après, il faut aussi l'encre. Et je lui dis, après l'encre, il faut la fabriquer, il faut la mettre dans ce contenant, et après, il faut mettre la mine. Et une fois qu'on a mis la mine, et ben, on assemble tout ça. Et une fois qu'on a assemblé tout ça, ben, on met plusieurs stylos dans un même paquet. Et après, ce paquet-là, on l'envoie au magasin, et le magasin le met en vente. Et elle me dit, c'est ça ton travail? Alors, je lui ai dit, plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins. Je lui ai dit, le travail que je fais, ça consiste à mettre toutes ces choses ensemble et à l'amener à la personne qui en a besoin. Et alors, quand je lui ai essayé de lui expliquer dans le métier, dans le domaine où je suis, c'est-à-dire le cacao, alors elle m'a dit, mais comment ça se passe? Alors, je lui ai dit, je ne fais pas de chocolat, je ne fais pas de gâteau. Je lui ai dit, non, par contre, je vais chercher les fèves en Afrique ou en Amérique latine. Pas moi, sinon je sais pas moi qui est en train de piloter le bateau, mais on fait venir, on les vide, on les ramène à l'usine, et après à l'usine, on fait cette transformation. Donc, on est en train de transformer la fève, et à partir de cette fève-là, on la sépare de la matière grasse, et on fait du beurre, qu'on appelle le beurre de cacao, qui est utilisé pour faire beaucoup de chocolat, chocolat Lindt. Tous ces chocolats qui sont fondants, c'est pas que du cacao, c'est vraiment la matière, le beurre de cacao qui a une saveur, mélangée après avec du cacao. Et on a aussi, donc après, on sépare la poudre et on travaille la poudre pour la préparer, différents coloris, différents goûts, différentes fèves. Et on fait différents cacao qu'on envoie aux chocolatiers, aux usines qui font les biscuits. Et après, eux ils peuvent faire leurs biscuits et te les ramener, comme les madeleines que tu manges ou comme telle chose que tu manges, ou les chocolats. Et à partir de là, elle a compris. Donc, je lui dis, voilà, mon travail, c'est de pouvoir mettre à disposition le cacao aux gens en diverses formes pour qu'ils puissent faire, donc, eux, les chocolats, les œufs de Pâques, les biscuits, les gâteaux. Et pour que les enfants, tous les enfants, parce que je dis, au fait, il n'y a pas que vous, je fais les grands enfants, il y a beaucoup de grands enfants qui mangent du chocolat. Voilà, elle en fait partie, je fais partie de cette catégorie, ou pour que maman puisse faire les gâteaux. Et voilà, donc, je pense que c'est la méthode la plus facile pour l'expliquer. C'est vraiment d'un point A à un point B. Il y a pas mal d'étapes comme elle. Quand je dis quand tu dois partir à l'école, tu dois t'habiller. Sinon, tu peux pas y aller avec ton pyjama. Et à partir une fois que tu es à l'école, tu es prête à faire après, tu es prête à apprendre. Top, 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 top. Merci beaucoup pour cette explication. De rien. Et si je pouvais te demander quelle est ta plus belle, disons, accomplissement personnel? Mes enfants. Je vais dire que j'aurais peut-être dire que j'ai rendu mes parents fiers, mais c'est pas moi de le dire, c'est sûrement mes parents de répondre pour ça. Pour moi, c'est moi ma fierté, c'est mes enfants, voilà. Ça, c'est mon plus bel accomplissement personnel. Et je te dirais que professionnel, c'est d'être avoir un travail, d'avoir fait 5 années d'études. C'est de pouvoir travailler, expliquer qu'à mon père, grâce à tous ces sacrifices, je suis la personne que je suis. C'est-à-dire que lui a pu travailler à l'usine et moi, maintenant, je travaille dans des bureaux. Et j'ose espérer qu'un jour, mes enfants et moi dirigeront quelque chose au lieu d'être dirigés comme moi. Top, 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 top. Merci beaucoup, Mohamed, pour ce témoignage. Et en 3 mots, ton rôle actuellement, c'est quoi 3 mots. Ouais. Alors, je t'ai ramené ce petit bouquin parce que ça résume les 3 mots. Si tu enlèves entreprise, tu as 3 mots qui constituent ma position. La vente, les opérations et la planification. Top. SNOP. c'est vraiment je veux dire, je suis très fier de ma position aujourd'hui. C'est pas mal de sacrifices, je t'avoue. Via différentes entreprises. Je remercie toutes les personnes qui m'ont fait confiance, qui m'ont lancé dans le bain. Je remercie aussi ma sœur qui m'a montré la voie parce qu'elle aussi, elle était une des précurseuses dans la voie de la supply chain. J'étais pas destiné à ça à la base. J'étais destiné plutôt à faire des études de comptabilité. J'étais destiné à être peut-être un comptable. C'est ce qui me plaisait quand j'étais jeune, encore quand j'étais à la fin de ma période de lycée. Mais j'ai eu de la chance d'avoir une sœur qui étudiait, j'en ai plusieurs, mais une particulièrement qui étudiait la supply chain, qui était dans une grande école de commerce à l'époque et qui a voyagé, que ce soit aux États-Unis, au Danemark, et qui donc
à travers ça, son expérience, j'ai commencé à comprendre et à m'intéresser. Et après, c'est simple. Je veux dire, moi, aux alentours des années 2000-2001, je vais commencer à prendre des bouquins. Tu vois, des fois, on te demande d'aller dans les bureaux d'information jeunesse, les BIJ, pour pouvoir te renseigner et te dire qu'est-ce que tu comptes faire à l'avenir. Et à partir de là où j'ai vu le transport, on est toujours attiré par le vendeur automobile, le vendeur, oui, c'est moi qui vends. Mais au final, après, c'est pas lui qui fabrique, c'est pas lui qui rapporte, c'est pas lui qui gère la logistique. Et je me suis dit, vendre, il y a pas mal de personnes qui vendent. Je veux dire, il y a des gens qui sont très doués pour ça. Alors, je pensais pouvoir être doué là-dedans, mais ce qui m'a attiré, c'est vraiment toute cette complexité qui se cache. C'est-à-dire, on voit la partie de l'iceberg, c'est la Mercedes, c'est le vendeur qui te vend la Mercedes qui est là, donc dans ta zone industrielle. Par contre, tout ce qui est derrière, tu suis toujours en ligne ou pas? Excuse-moi. Ok, j'étais un petit peu. C'est bien. Là, c'est Ouais. top. Alors, excuse-moi, c'est parce que tu m'entends bien là? Non, c'est bien, c'est top, c'est top. Là, je t'entends bien. Attends. Il faut juste que tu. C'est le problème, c'est que j'ai mon père qui m'appelle. Et quand on le fait avec le mobile, Ah, attends, je vais raccrocher. Excuse-moi, ça c'est le live. C'est le live. non, c'est live, c'est les aléas du direct. C'est le direct. Par contre, je t'entends moins, donc attends, je vais. Je pense que c'est le fait que tu as eu un appel qui fait que après le son, il est moins. Ouais. Alors, attends. Ah. Mohamed n'est plus en ligne. Je pense qu'il va revenir bientôt. C'est le live. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tu m'entends? Ouais. Autant pour moi. Ok. Impeccable. C'est le direct. C'est le direct. C'est le direct. C'est les aléas du direct. On est désolé. Donc, bon. Voilà. Donc, c'était pour te dire ça. Donc, et voilà. Donc, c'est ce qui m'a amené après à travailler dans la supply chain. Ok, top. Et si tu devais changer ton poste avec quelqu'un, une personne de ton entourage ou une personne de ton collègue, ce serait qui? De mon entourage, peut-être avec. Ouais, de mon entourage. Avec toi, tiens, pourquoi pas? Non, c'est vrai, je t'avoue parce que je vais te dire pourquoi. J'ai une de mes sœurs qui travaille en laboratoire. J'ai pas toujours été attiré par ça. C'est pas que je suis pas attiré, c'est que je sais que je suis pas doué là-dessus. Donc c'est pas la peine. Et la plupart des autres mes sœurs qui sont juristes et une autre qui travaille aussi responsable logistique et une autre directrice, c'est plus dans le domaine qui est pas si différent de ce que je fais. Par contre, les ressources humaines, ce côté je t'avoue, lorsque je fais des entretiens pour prendre des gens dans mon équipe ou des entretiens avec des personnes qui vont intégrer notre équipe, c'est assez technique le fait de comprendre les personnes et notamment ce que tu présentes sur sa chaîne. C'est un aspect qu'on voit pas. On doit prendre en compte l'aspect de la personne. On doit prendre en compte à travers son CV, on doit déceler certains côtés. Tu vois, c'est assez technique. Donc je pense, oui, si je devais changer. Pourquoi pas avec toi, tiens, découvrir ce que tu fais, tout ce qui demande. C'est un métier très axé sur l'humain. Exactement. C'est sur l'humain. Si on n'aime pas les gens, c'est pas pour nous. J'avoue, ouais. Il y a une personne que j'ai lu dernièrement, un directeur des ressources humaines américaines, qui travaille, je crois, pour Apple et pour Adecco. Il a dit un truc intéressant parce que je t'avoue, c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un qui travaille aux ressources humaines. Pourtant, je les côtoie maintenant un peu plus, le fait que d'être manager et donc pouvoir être amené à donc vouloir recruter, à parler différents recrutements ou différentes stratégies ressources humaines. Il y a un homme qui a dit la première chose lorsqu'on fait un entretien, donc les ressources humaines, talent acquisition, c'est se mettre à la place du candidat.
je t'avoue que c'est assez étonnant parce que le nombre de personnes qui te reçoivent et j'ai jamais entendu quelqu'un qui doit se mettre à notre place. Passer un entretien, ça demande beaucoup de stress. Je sais ce que c'est. Le fait d'en passer, le fait de se préparer, le fait de dire qu'on mise beaucoup. 90% de ceux qui passent un entretien sont stressés. Même 10% le sont moins. 10% sont ont une grosse confiance en soi. Mais je veux dire 90%, et sur les 90%, tu as 50 ou 60% des jeunes qui n'ont pas de poste, donc ils misent énormément là-dessus. Donc le stress est encore plus intense. Et savoir que des gens doivent, certaines, bon après je sais pas, peut-être que tout le monde, c'est pour ça que je te dis échanger avec toi, c'est est-ce que tout le monde pense comme ça? Est-ce que tout le monde se met à la place du candidat? Est-ce que tout le monde comprend l'intention du candidat? Est-ce que tout le monde est-ce qu'on est susceptible de croire ou pas croire ce qu'il dit? Parce que voilà, il y en a des fois qui racontent des mensonges, d'autres qui ne racontent pas. Donc c'est assez intriguant, je veux dire. Moi, pour répondre à cette question, je te dirais oui et non. Je pense qu'un bon recruteur se mettrait à la place du candidat, mais l'inverse aussi est souhaitable. C'est-à-dire, par exemple, sur ma chaîne YouTube, j'ai mis une playlist qui s'appelle Think Like Recruiters. Réfléchis comme un recruteur. Et en réfléchissant, le candidat en réfléchissant comme un recruteur, il va se mettre dans une disposition moi je pense, à réussir son entretien. Mais le recruteur aussi, s'il se mettait à la place, s'il disait que cette personne-là en face, elle est là. De toute façon, on est tous passés par un processus de recrutement. Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on est tous passés par là. Donc, ils sont censés connaître mieux. Exactement. Le recruteur a été recruté. Donc, à un moment donné, on était dans une position où on était en demande, on voulait avoir ce poste-là. Et on est stressé. On travaille cette chose d'occulter le stress. Il est toujours là, mais de rendre ce stress-là, en fait, quelque chose de positif. De contrôler. Contrôler, exactement. Mais je pense qu'il a parfaitement raison de dire que le recruteur doit penser à la place du candidat. Et aussi, j'ai une personne qui m'a formé vraiment dans le recrutement au Luxembourg qui me disait, si la personne qui est en face de toi n'a pas envie de boire un verre avec, c'est que tu ne peux pas le recruter. Il faut avoir envie d'être à la place de cette personne, créer un lien avec cette personne. Exactement. Et c'est là, si tu ne réfléchis pas comme cette personne, tu ne peux pas avoir de l'empathie avec cette personne. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que je pense que les questions techniques, elles ont déjà été filtrées à la base sur le CV. On a déjà fait tout ce processus. Une fois qu'on rencontre la personne, je pense que c'est pour connaître la personne. Mais je t'avoue que des fois, lorsqu'on passe par des cabinets de recrutement, on a l'impression qu'elle pose encore beaucoup d'autres questions sur l'aspect technique. Et donc, voilà. Et je veux dire que la personne si on a bien travaillé sur le CV, si on a bien décelé les expériences, parce qu'un CV, c'est pour ça, c'est le premier contact. Je veux dire, le deuxième, c'est de connaître la personne, si elle va bien matcher avec l'équipe ou pas. Je vais t'avouer que j'ai été surpris par certains cabinets lorsque j'ai passé des entretiens. Beaucoup d'autres où les entretiens ont été plaisants, le contact était là. Après, c'est la juste loi de la compétition. Un poste, 10 ou 15 candidats, il faut bien qu'il y ait un gagnant et d'autres perdants. Mais elles te mettent dans des dispositions où elles te font ressentir le fait que on a saisi ton profil. Même le contact après se fait naturellement par téléphone. Et elles n'hésitent pas à revenir vers toi. Je veux dire, j'ai 2-3 personnes avec qui je me suis recruté qui m'ont même contacté dernièrement. Et c'est plaisant parce qu'au final, on devient amis alors qu'on n'a jamais, c'est sur un seul entretien. Voilà. Exactement. Et c'est ça, moi, je trouve qui est intéressant. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse dans le métier du recruteur, c'est ça. C'est ce lien-là qu'on va créer avec des personnes. C'est cet accompagnement, en fait. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me mettre à mon compte. Parce que parfois, comme tu le disais, parfois dans les cabinets de recrutement, il faut se l'annoncer. Ils ont plus une pression de chiffres, de vouloir placer la personne. Et du coup, parfois, ils occultent ce côté humain.
Il Il y faut a un juste business. Hein. le profil de la personne qui va correspondre au client et on va l'envoyer rapidement pour que les clients recrutent cette personne. Et ils oublient que les clients, c'est un humain. Les clients, il va aussi vouloir avoir quelqu'un aussi qui a le mindset, qui va pouvoir l'accompagner pendant des années et tout ça. Et ils oublient tout ça. Ils se focalisent technique. Alors qu'on n'est pas que ça. Bah, c'est ça, c'est ce que je veux dire, on n'est pas un produit fini, on n'est pas un produit à être consommé, on est un produit à être exploité, je veux dire, et pour pouvoir exploiter au mieux le potentiel de la personne, il faut briser ces barrières-là. Mais après, je peux les comprendre, hein, c'est un business, hein. Ils sont en concurrence avec d'autres sociétés, ils doivent récupérer leur cachet, ils ont des factures, c'est des employés aussi. Eh oui. Donc, il faut que nous aussi on se mette à leur place. Et Mohamed, si tu avais un mentor, quelqu'un que tu pourrais désigner comme ton mentor. Écoute, on a tous le même mentor commun, je vais dire. Hein. Il nous a guidés, il nous a mis, je veux dire, on n'arrive pas encore à son talon, notre prophète. Je vais dire que mon père qui m'a mis dans ce chemin-là, je vais le considérer comme mon mentor. Et après, si j'ai un mentor plutôt, on va dire, professionnel, je dirais ma sœur Nadia, celle qui m'a montré la supply chain. Mais le mentor on va dire, pour être de humain, le vécu, c'est mon père. Top. Ok. Alors, et si tu devais changer une chose sur ton travail aujourd'hui, ce serait quoi? Oh, beaucoup. Dans mon travail, là où je travaille actuellement, je veux dire. Ça va aller, hein, attention. Hein. Ah ouais, je sais. Ça va, ils parlent hollandais, ils parlent pas trop français, donc j'ai pas d'inquiétude. Mais bon, après, s'il y a les sous-titres, là, tu vas me poser un problème. Non, je veux dire, on a tellement de choses à voir dans le cacao, mais je veux dire, c'est ça aussi qui est challengeant. La position de supply chain, je veux dire, j'ai pas grand-chose à vouloir changer. On est aussi dans une position où on doit accepter l'évolution systémique, c'est-à-dire la digitalisation. Avant, c'était papier, Excel, documentaire. Maintenant, on est censé envoyer les documents, on peut mettre les documents en ligne pour faciliter la rapidité de la communication, que ce soit vis-à-vis des fournisseurs ou vis-à-vis du client. Mais s'il y avait quelque chose qui, dans ma position aujourd'hui, dans là où je travaille, dans le domaine du cacao, oui, ce serait, on va dire, peut-être la structure qu'on devrait revoir pour améliorer la communication, en fait. Parce qu'on est chacun travaille dans son propre silo. Et quand chacun est dans sa petite tour d'ivoire, eh ben, il travaille, il pense qu'à lui, mais il voit pas l'impact que ça a sur les autres. Et c'est ça, en fait, la supply chain. C'est qu'on est censé leur faire comprendre que, ben, je dépends de tes résultats de laboratoire parce que si mon produit que j'ai produit, il est rejeté, eh ben, faut que je replanifie, il faut que je reproduise. Si je dois reproduire, eh ben, il faut que je contacte le bureau des fèves pour savoir si j'ai encore des fèves et ainsi de suite et voir quel impact ça va avoir sur le client. Donc, ouais, c'est plutôt technique, mais ça va venir. On travaille dessus là. Top. Et qu'est-ce que tu préfères dans ton poste aujourd'hui? La chose que tu préfères? La chose que je préfère, c'est que chaque jour j'arrive, il y a quelque chose de différent. Donc c'est voilà, c'est les challenges, voilà, c'est ça qui est, on va dire, le plus intéressant. C'est on va pas refaire à chaque fois la même chose. On n'est pas dans une continuité de rebelote. Même si la supply chain, c'est mettre en place un processus qui après va suivre sa continuité, mais il y a toujours des choses à améliorer. Top. Et Mohamed, quel conseil tu donnerais à un nouveau recrue? Aujourd'hui, on a un petit stagiaire qui est là, ou bien une nouvelle personne qui vient d'être recrutée, qui est sous tes ailes. Quel conseil tu lui donnerais? D'être à l'écoute. Parce que des fois, il y a des personnes qui sont là depuis plusieurs années, qui ont de l'expérience. Et je pense que le rôle de la supply chain, c'est d'être quelqu'un de très à l'écoute, parce que ça va lui permettre de comprendre, de voir si on peut avoir des fois des idées nouvelles. On peut avoir des idées nouvelles, mais excuse-moi.
J'ai mon téléphone qui est en train de batterie qui est bon. Ouais, Inch'Allah, ça va tenir. Inch'Allah, ça va tenir. Donc, je t'ai dit, des idées nouvelles ou des choses qu'on pense mettre en place, mais au final aussi, il faut pas avoir peur d'en parler parce que c'est ce qui va te permettre, en fait, de réduire toutes les pistes et t'amener à celle qui va être la plus opérationnelle pour. Donc, un jeune à l'écoute, c'est apprendre de toutes les personnes, pas que on va dire, si j'ai quelqu'un qui va venir travailler pour moi, c'est ce qu'on essaye de faire systématiquement, qui rejoint notre équipe, on ne laisse pas qu'au niveau du département planning, on l'envoie au customer service, on l'envoie au département logistique, on l'envoie au niveau de la FEV, on laisse passer 2-3 semaines au niveau dans l'usine. On se donne 2-3 mois avant qu'il soit opérationnel au département planning, parce qu'on veut qu'ils comprennent, qu'ils sachent qu'est-ce qu'on fait, qu'ils sentent, qu'ils touchent, qu'ils voient, et qui après qu'il observe et qui connaît les gens. Et une fois qu'il aura tout ça, et ben ça va lui permettre de là tu peux commencer. Top. Là t'es prêt. Top. Et quelle est la dernière fois où tu as ri aux larmes? Parce qu'on se connaît, Mohamed, t'aimes bien rire en plus. On est deux dans ce cas. Quelle est la dernière fois où tu as vraiment ri aux larmes? Je t'avoue, c'était quoi, le week-end dernier, je crois. Hein, La dernière? Alors raconte. ouais, c'était le week-end dernier. C'était tout bête avec ma fille et mon fils. Et on était en train de parler et d'un coup, on pensait que ma fille n'avait pas entendu. Je parlais avec ma femme et elle répète quelque chose qui, là, j'étais choqué. Je pensais que tu ne nous écoutais pas. Et là, tu as mon fils qui commence à dire les mots et qui le dit aussi. Je fais, oh là là, on est mal barré. C'est quoi ça? Ben, subhanallah. Donc, c'était marrant et ça m'a fait rire, Olin, parce que je me suis revu enfant, moi, faisant la même chose avec mes parents et avec ma femme aussi. On s'est rappelé nos anecdotes de jeunesse. Et, donc voilà, donc c'est au travail aussi, hein, il faut essayer de rire de toute occasion parce qu'on peut vite être frustré quand quelque chose ne marche pas. Mais il faut pas hésiter parce que, comme j'ai dit, c'est les gens avec qui on passe pas mal de temps. Donc il faut nouer des liens, nouer des liens, pas avoir peur de temps en temps d'aller de boire un café, pas de temps en temps de comprendre la personne. Des fois, je dis, je travaille avec des gens qui ont des mentalités différentes, des visions de la vie différentes, mais je pense que pour pouvoir briser ces barrières, on n'est pas là pour convertir, on n'est pas là pour parler, on est là parce qu'on se dit toi et moi, on est censé faire un travail et délivrer quelque chose. Je sais que tout seul, j'y arriverai pas. J'ai besoin de toi. Et toi, tu n'y arriveras pas tout seul, tu as besoin de moi. Et donc, on passe 8 heures de temps à travailler ensemble. Donc, autant bien s'entendre. Et une fois qu'on a mis les bases, et une fois qu'on a compris qu'à deux, on est plus fort, c'est comme le basket. C'est purement, on peut pas gagner un match contre 5. Et on a besoin des autres joueurs pour pouvoir mettre un panier. C'est compliqué, c'est compliqué. Même si Kobe marquait 81 points. Il avait besoin de Shaq, il avait besoin de Robert Torrey, il avait besoin des autres joueurs pour pouvoir briller. Bon, on vient de passer un moment un peu compliqué avec le Covid, le confinement. Quel a été l'impact du confinement sur ton travail, le Covid? Alors, pour moi, c'était sympa. Mon employeur a compris qu'il fallait comme la plupart des employeurs à travers le monde, que le home office, ça marchait pour certaines personnes. Il ne fallait pas avoir peur parce qu'on va dire que c'est des mentalités un peu anglo-saxonnes, américaines. Et on se dit toujours, on a peur de faire appliquer ça en Europe. Mais non, c'est quelque chose qui marche. Donc, tant que le travail continue à tourner. Donc, je pense que ça a ouvert les yeux pas mal d'employeurs. Et ça va donner beaucoup de choses, beaucoup d'avantages aux parents, aux familles qui, des fois, ont vraiment un besoin de travailler un peu de la maison, des fois. Et au niveau professionnel, on a compris les besoins des clients, les obstacles, les challenges qu'ils font face. Je veux dire, je suis plutôt heureux de travailler dans un domaine où on a un impact, mais très mineur. Aïe. Allô? Je crois que Mohamed a un petit problème technique. Bon, c'est pas très grave.
On va attendre un petit peu pour voir s'il revient. J'espère que c'est pas son portable qui s'est éteint. Et ah, ok. Bon, je pense que c'est son portable qui s'est éteint. Ce qu'on va faire, on va terminer ce live comme ça. Et on aura peut-être la chance une prochaine fois d'avoir Mohamed, parce que je viens d'avoir un message de lui me disant qu'il a un problème de téléphone. Ah, il revient. Hop. Là, il va bientôt mourir et en plus, il surchauffe. Okay. Un pack du Covid. J'ai demandé un nouveau téléphone, ça prend du temps à le faire livrer, mais bon. Non, t'inquiète pas. Juste une dernière question, Mohamed. On a terminé le questionnaire. Un petit conseil, par exemple, aux jeunes aujourd'hui qui sont à la recherche d'un emploi pendant cette période. Et aussi, quelle serait ta vision pour, par exemple, moi qui viens de la Mauritanie, pour la jeunesse mauritanienne, quel message tu leur donnerais aujourd'hui pour leur recherche d'emploi, leurs études et autres? Alors, je vais faire rapide, que ce soit pour la Mauritanie, que ce soit le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. On va dire on est des colonies francophones. On pense qu'il faut apprendre le français en premier. Je vais les orienter directement sur l'anglais. C'est la langue internationale. La développer et c'est ça qui va leur permettre de décrocher n'importe quel poste. Donc, ne pas avoir peur à travailler son anglais dès le plus jeune âge, le plus tôt possible. Et ne pas avoir peur à performer et le pratiquer. Une fois qu'on a ce bagage-là, et après, on n'a plus qu'à travailler l'aspect technique. Je veux dire que ça, il faut que ça devienne naturel. Et après, en recherche d'emploi, faut avoir du culot, faut pas avoir peur. Faut ne pas avoir peur à se présenter. On n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Donc, sauter sur n'importe quelle opportunité qui se présente, c'est une expérience. Et c'est un bagage de plus, une arme supplémentaire qu'on a à fournir dans ses compétences. Donc, c'est ces deux choses-là que je vais leur dire. Après, s'il s'agit de la supply chain, il ne faut pas avoir peur aussi à ouvrir des bouquins. Et aujourd'hui, maintenant, on a Internet. Donc, ne pas avoir peur de faire des recherches, à questionner, à chercher. La curiosité, ça n'a que du bon. Top. Eh ben, merci beaucoup, Mohamed, pour merci à toi, Moussa. Live, pour ton temps. Hein, parce que désolé pour les soucis techniques. Non, les soucis techniques, ça fait partie. Hein. On va en améliorant les choses. Les gens vont nous comprendre. C'est comme ça. Les soucis techniques vont arriver. L'idée, c'est vraiment le partage. Et tu l'as fait très bien. Tu nous as partagé ton parcours. Avec grand plaisir. Inspiré beaucoup de gens. Déjà, faut pas hésiter. Si tu veux faire une classe sur la supply chain ou si quelque chose, je serai toujours disponible. Top. Si je peux aider, c'est avec un grand plaisir. Eh ben, top. Merci beaucoup, Mohamed, pour ton temps. Je vous en prie. Ça m'a fait plaisir. Tu pourras leur envoyer mon lien LinkedIn au cas où si personne veut, n'hésite pas à me contacter par mail et ont des questions que ce soit. Je mettrai le lien LinkedIn. Je suis disponible, Inch'Allah. Avec grand plaisir. Allez, au plaisir. Merci à vous et bonne continuité à Splash Guy Recrutement et Think Recruiter. Merci beaucoup. Au revoir.